Bonjour à tous, je suis Julien Chamarois, je suis ravi aujourd'hui de partager cet entretien avec vous qui est réalisé au Japon, ici à Tokyo, sur mes expériences avec le phénomène OVNI, mais également en fait tout ce qui touche un petit peu à la conscience, puisque le phénomène OVNI est vraiment relié à cet aspect de la conscience. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est aussi relié avec la culture japonaise, qui a beaucoup de choses à nous apprendre par rapport à ce phénomène de conscience. Donc j'espère que vous allez apprécier cet entretien autant que moi. Alors finalement, ça y est. Ça y est, on se voit enfin pour de vrai. Pour de vrai, ouais. Donc, il faut récapitulons la situation. Nous sommes à Tokyo, c'est ça, au Japon. Exact. À un moment où tu es au Japon. Tout à fait. À un moment où je suis au Japon. Ouais. À un moment où ton nouveau livre vient de sortir, de paraître. Exact. Et j'ai eu la chance pendant l'été de découvrir ta version anglaise de ton premier ouvrage. Merci à toi. Que j'ai pu comme ça lire, parce que le japonais c'était un peu plus compliqué quand même. Hein. Alors Julien, c'est vraiment un grand plaisir. Donc Julien Chamarois, qui est auteur de 4 ouvrages maintenant. C'est ça, ouais. Voilà. Sur ses expériences d'OVNI qu'il a pu avoir en France en étant que tu as pu avoir en France en étant lycéen. Exact. Et puis ensuite ce cheminement que tu relates au fur et à mesure de tes ouvrages. Et la particularité, c'est que la France ne te connaît pas très bien, non, puisque tes ouvrages ne sont sortis qu'en japonais aujourd'hui, ouais. que au Japon. Au Japon, mais également en Corée du Sud et en anglais depuis cette année. Voilà, et depuis cette année, un premier ouvrage en anglais. Tout à fait, ouais. Voilà. Finalement, enfin. Et c'est vrai que pour finir de situer ce qu'on disait, cette chance qu'on peut... Donc c'était un entretien qu'on envisageait de faire ensemble par Zoom. Exact. Et finalement, les circonstances ont permis qu'on puisse le faire dans un cadre beaucoup plus sympa que Zoom. Voilà, de bonne aloi, en présence. Tout à fait. Et la présence, par rapport à la conscience, c'est jamais anodin. Tout à fait. Alors, Julien, est-ce que tu peux, en quelques mots, alors je vais peut-être le résumer parce que il y a une certaine histoire quand même. Tu l'indiques. Là, c'est la traduction en anglais de ton premier ouvrage paru au Japon, et le sous-titre explique tout. Après avoir vu un ovni à l'âge de 16 ans, l'auteur a commencé un échange, on peut appeler ça une conversation, mais en tout cas une communication. Un échange, une communication. Une communication avec des entités non humaines qui l'ont amené à de multiples expériences et de ce que tu appelles en anglais le oneness. Exact. C'est-à-dire, comment tu le traduirais en français? Tu le traduis par l'unité, la complétude, la source. Quel mot emploierais-tu? C'est ça le challenge en fait ici, c'est qu'il n'y a pas de mot en français pour oneness, et j'ai essayé de trouver quelque chose. Unicité, effectivement, c'est un mot en fait qui existe et qui peut se rapprocher du sens de oneness, mais ça exprime pas vraiment ce que c'est, quoi. Et ce mot là, oneness, c'est quelque chose que moi j'ai appris via le Japon, puisque au Japon on utilise ce mot oneness qui vient de l'anglais. Et qui vient en fait de cette expérience que beaucoup d'Américains ont fait déjà depuis pas mal d'années. Alors, justement, c'est assez intéressant de voir que c'est par le Japon qu'arrive un concept que la France maîtrise mal. Peux-tu nous le présenter en quelques mots? Et on fait le lien, bien sûr, avec ce que tu as pu vivre. Tout à fait. Alors, c'est un concept un peu particulier puisque ça touche à la conscience, et la conscience, c'est vraiment un domaine un peu encore d'avant-garde, je pourrais dire. Mais si je prends un exemple en fait d'un poste de radio avec le petit bouton qu'on tourne pour changer de fréquence, à chaque fréquence correspond en fait une sorte d'état d'esprit ou de conscience, si tu veux. Et cet état de oneness, c'est une fréquence particulière. Et dans cette fréquence particulière, en fait, tu vas changer de point de vue et tu auras un point de vue un peu plus large sur ce que on considère comme être la réalité. Et ce point de vue plus large, en fait, va un peu plus loin que juste le visuel. Il va prendre en compte des choses qui vont au-delà, en fait, de ce qu'on peut voir avec les yeux.
Et moi, dans mon expérience à moi, en fait, elle s'appelle oneness, cette expérience, parce que tu fais, en fait, à un moment, tu fais un avec l'univers. Tu n'es plus toi, mais tu reviens à la source et tu es avec la source. Il n'y a plus de tu, en fait. C'est tu es la source. Oui, c'est-à-dire qu'on est avec cette... il y a cette dimension un petit peu d'état modifié de conscience, comme l'expression le suggère, mais aussi d'expansion de conscience. Tout à fait. Avec cette sensation englobante d'être en union ou d'être en fusion avec l'ensemble. Tout à fait. Ce qui est dans la littérature tant spirituelle que scientifique, on peut qualifier d'état mystique. C'est ça. Ça fait partie des états mystiques. C'est ça. Et toi, ce chemin, cette expérience, tu en as, et c'est là où ça va nous rejoindre par rapport à nos centres d'intérêt ou par rapport aux centres d'intérêt de certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que tout commence un soir où tu as 16 ans, où tu fais une observation d'OVNI un peu, je vais pas dire sauvage, mais en tout cas soudaine, qui fait irruption en fait. Vous êtes avec un camarade, vous observez le ciel. Et vous faites cette et puis il y a quelque chose qui arrive dont vous êtes deux à être témoins du phénomène. Ça vous frappe tellement que ça vous terrifie un petit peu quand même. Exact, tout à fait, Et les pages dans ton ouvrage sont très claires par rapport à cela. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie dans ton ouvrage, c'est cette dimension de témoignage, mais d'un témoignage qui est étoffé de ton vécu, et notamment de ton vécu émotionnel. Exact. Tu l'expliques un peu plus tard, hein, c'est que tu tiens un journal intime, tu prends des notes régulièrement, t'es dans la campagne de la Bourgogne. De la Bourgogne, voilà. Et ce qui fait que il y a un effet un peu de solitude, de ruralité, et donc tu as déjà une vie intérieure assez riche en termes de lecture, en termes d'écriture. Que tu développes par toi-même en fait que je vais développer. Alors c'est vrai que en termes de littérature, je vais pas dire que je lisais beaucoup à l'époque parce que j'avais 14, 15, 16. Donc tu vois la lecture bon pas trop, mais c'est plutôt se retrouver en fait en face d'une situation avec laquelle tu ne sais pas comment réagir et tu ne trouves pas de moyen de la partager en fait. Et pour moi c'était un peu difficile parce que il y a quand même une sorte de challenge intérieur où qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, comment j'interprète tout ça. Il y a tellement de questions, il n'y a pas de réponse et j'ai besoin en fait de sortir ça. Donc je me dis bon, je vais l'écrire comme ça au moins c'est sorti. Et j'ai plus à porter ça en moi, quoi. Et j'ai commencé à faire ça, 1 page, 2 pages, 3 pages, au fur et à mesure, ça continue, quoi. Oui, mais c'est ça qui est vraiment que je trouve très singulier. C'est à la fois plaisant et c'est à la fois instructif et c'est à la fois particulier parce qu'on n'a pas beaucoup de témoins d'observation d'OVNI, y compris en France et j'oserais même dire aux États-Unis, qui en fait produisent un récit où ils racontent leur cheminement. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ton ouvrage, d'où mon insistance à ce qu'on puisse faire cet entretien ensemble. Absolument, peux-tu nous rappeler en quelques mots l'observation de tes 16 ans, histoire que ça soit concret? Tout à fait. Alors, à cette époque, on parle du mois de juillet 97, le Bien Public, qui est le journal local, chaque année, lorsque juillet, août arrive, c'est toujours en fait les grandes lignes avec les observations d'OVNI, que faire lorsqu'on observe un OVNI, etc., etc., et qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Alors, pour moi, déjà à l'époque, je me disais, bon, bah, c'est le mois d'août, il se passe rien du tout. Donc, on est au milieu des années 80, rappelons-le. 90. 90, ouais. Il se passe pas grand-chose, donc j'imagine que le journal essaye de faire un petit peu, tu vois, d'embellir, de faire du sensationnel avec ce genre de sujet, mais moi, ça m'intéressait, donc j'étais très content. Et cette année-là, en fait, il y avait la rencontre entre Jupiter et la Lune. Ce sera magnifique, si vous avez l'occasion de l'observer, faites-le absolument. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et on m'avait prêté un télescope, et je me suis dit, ça va être l'occasion, en fait, d'utiliser ce télescope. Et donc j'ai demandé à un ami, qui lui avait un balcon avec une vue à 180 degrés, sur la vallée, avec les vignes, etc. Et voilà. Et donc on s'est mis sur le balcon, on a commencé de regarder, le temps de manipuler le télescope, de le régler, etc. Ça prenait déjà pas mal de temps, au moins 1 heure, 1 heure et demie, pour finalement voir quelque chose. Les planètes bougent, donc il faut à chaque fois régler le télescope. Ça nous a pas mal occupé, quoi. Et une fois qu'on s'est un peu fatigué de tout ça, on a commencé de regarder d'autres choses, etc. Et c'est là où moi j'ai vu quelque chose en premier. Mais quand je dis j'ai vu, en fait, c'est plutôt... c'était pas en face de moi, c'était de ce côté-là. Donc j'ai entendu plutôt regarde par ici.
Et donc j'ai suivi où ça. Et quand j'ai regardé par là, en fait, il y a quelque chose qui est apparu. Donc j'ai dit tiens, regarde, et on a regardé ça ensemble. Ça a apparu plusieurs fois. C'était assez proche pour que on puisse se dire c'est pas un avion, c'est pas quelque chose avec un moteur parce qu'il n'y a pas de bruit. C'est assez proche aussi, donc c'est pas juste une étoile filante. Ça fait des mouvements qui normalement sont pas des mouvements qu'on voit dans le ciel. Les fameux mouvements en zigzag. Le zigzag également, c'est ça. Ça apparaît, ça disparaît à un autre endroit. Ok. Donc on s'est dit c'est une démonstration. Donc c'est bon, on l'a vu. Ok. Ça a duré combien de temps? C'était de quelle couleur? Juste pour toujours donner des éléments concrets. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était de lumière jaune, blanche, jaune, un peu, et puis vraiment comme un soleil en fait. C'est apparu, ensuite ça a baissé l'intensité de lumière tout en faisant ce petit mouvement pour disparaître, réapparaître ailleurs, faire un autre mouvement, disparaître, réapparaître ailleurs, faire un zigzag, disparaître. C'était vraiment une démonstration. Ça a duré presque 1 minute et demie, 2 minutes. Hein, ah non, plus que ça. Ça a duré, parce que la démonstration en elle-même, c'est plusieurs apparitions, plusieurs mouvements. Je dirais peut-être 10-15 minutes environ. Ouais. Très bien. Ouais. Alors, avant qu'on continue sur comment ça a pu changer ta conscience, comment ça t'a transformé, comment ça nous amène à aujourd'hui, enfin vraiment à cet engagement, parce que 4 ouvrages, c'est pas un ouvrage, donc il y a bien quelque chose qui est là, qui est important pour toi de partager. Donc, avant d'aborder le côté vraiment comment ça t'a modifié, l'impact que ça a pu avoir sur toi, il y a une deuxième observation. Il y a une deuxième observation avec une amie cette fois, voilà, qui elle a fait un rêve. Où, effectivement, donc c'est quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard. Un an plus tard. Un an plus tard, voilà. Un an plus tard, ouais. Elle fait un rêve, c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé de cette expérience, et elle était contente de savoir ça, en fait. Et elle me dit, tiens, moi aussi, j'aimerais bien voir. Et elle était vraiment très heureuse de se projeter, en fait, dans une vision d'OVNI, etc. Alors que moi, c'était pas du tout le cas. Moi, je lui disais déjà, tu sais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu vois un OVNI, et puis ensuite, quoi? Est-ce que tu vois, tu peux te faire enlever, on sait pas vraiment. Ah oui, toi t'étais à fond quand même. Moi j'étais plutôt inquiet en fait. Donc j'avais vu une fois, c'est bon, de toute façon je savais déjà qu'il y avait autre chose quelque part. Oui, parce que tu t'es intéressé aux autres sujets qu'on appelle paranormal en parallèle. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc elle a vu ce rêve et elle me dit tiens j'ai fait ce rêve, je suis sûr que ça veut dire que je vais voir quelque chose. Et moi je lui dis à l'époque un rêve. Bon, voir un ovni, c'est quand même assez rare. Oui, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ton côté un peu sceptique qui transparaît dans ton récit. Donc, je lui dis, bon, n'aie pas trop d'attente quand même, parce que... Prends pas trop tes rêves pour des réalités. Exactement. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que c'est un jour un peu spécifique, en fait. C'est un jour où il y avait une coupe de football, et l'équipe japonaise jouait pour la première fois, il me semble, à ce niveau-là. Et elle avait le câble, donc à l'époque c'était pas avec l'internet ni rien, passait par le câble, donc je lui dis est-ce que je peux venir voir le match chez toi? Oui, sans problème. Ça a commencé à 12h30 avec le décalage horaire, etc. Et donc je me retrouve chez elle, ses parents sont pas là, sa petite sœur est là, et on fait cette deuxième observation ensemble, à partir de chez elle, à partir du premier étage, où effectivement quelque chose apparaît au-dessus de sa maison. Et tous les trois, on observe en fait cette chose qui va éclairer son jardin, mais également le jardin des voisins, également le champ à côté, d'une lumière rouge, écarlate, incroyablement rouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est non seulement on est tous les trois à avoir vu ça, mais la voisine en face a été réveillée par une lumière, s'est levée, a ouvert son Velux et a regardé également. Et ça, vous l'avez su quelques jours après? On l'a su après, ouais. Et ça, c'était intéressant parce que tu vois, tu as 4 personnes qui regardent ça d'une façon différente. Et c'est une observation assez qui a été forte également. Assez forte, ouais. Puisqu'il y a cet effet de projecteur sur le sol. C'est ça. Est-ce que vous avez regardé le ciel pour voir si vous voyez l'objet ou c'était... Alors après, on est sorti. Elle a décidé de sortir dehors. Moi, je pouvais pas rester tout seul dans la maison. J'ai dit ok, donc je vais sortir dehors. Moi, j'ai rien vu. Elle non plus. Mais la voisine a vu. Et ce qu'elle nous a dit, c'est que dans le ciel. C'est ça. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'était la projection de lumière au sol ou sur le bâtiment, enfin, qui se déplaçait. Ouais. Et en revanche, vous n'avez pas pu voir ce qu'il y avait dans le ciel. Et c'est la voisine par la suite. Alors, pas vraiment dans le ciel, c'était vraiment juste au-dessus de la maison. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'était assez proche. Voilà.
Et est-ce que il y avait une sensation de présence, Ouais, une tout à sensation fait, de, tout à fait. comme une densité différente, ce qu'on va appeler par ailleurs l'effet Oz, le côté un peu distorsion. On sent le temps que c'est un peu suspendu ou arrêté, un truc comme ça. Il y a eu ça avant, en fait. Il y a eu ça au moins 2 heures avant l'observation, et on était dehors à ce moment-là. Et je lui ai proposé, en fait, tiens, je resterais bien dehors à regarder les étoiles. Et elle a eu une réaction un peu bizarre à ce moment-là. Elle a dit non, pas question. Et elle s'est enfuie. Vraiment en courant à l'intérieur de la maison. On dit, ah ok, très bien, bon bah, j'imagine que ça veut dire non. C'était juste avant, quoi. Juste avant, ouais. Ouais. Et j'avais pas compris cette réaction-là. Et après, j'ai compris, en fait. Parce qu'elle sentait déjà quelque chose, elle était peut-être pas rassurée, et le fait de rester dehors, pour elle, c'était absolument pas possible. Merci d'abord de ce premier niveau de partage qui sont vraiment des cas d'observation UFO, quoi, classiques. Quand même, tu les as pas déclarés au GEPAN, tu les as pas, il n'y a pas eu de déclaration formalisée au MUFON ou des structures comme ça. Non, je pensais à la gendarmerie, mais non, en fait. Oui, c'est le terme que je voulais employer tout à l'heure, c'était vraiment, on pourrait dire, des observations sauvages, quoi. C'est ça. Voilà, qui déboulent sur toi et que tu continues de gérer comme un truc tellement bizarre à gérer que même de faire des déclarations, c'est compliqué. Alors, point suivant, essentiel. Je veux vraiment aller plus loin sur les enseignements où tu en es aujourd'hui. Tu présentes ton nouvel ouvrage, mais je vais résumer un mot que tu emploies dans ton premier livre, qui est donc maintenant traduit, disponible en anglais et prochainement, bientôt peut-être aussi en français. Hein. J'espère. Voilà. C'est cette notion de visiteur. C'est-à-dire que suite à cela. Il y a quelque chose qui se déroule autour de toi, que tu vas percevoir, et qui s'intensifie au fil du temps, et qu'à un moment donné, tu te retrouves à qualifier de visiteur, à défaut de pouvoir les qualifier d'autre chose. T'as pas envie de les appeler entités, t'as pas envie de les appeler esprits, t'as pas envie de les appeler extraterrestres non plus, donc tu les appelles visiteurs. Et moi, je trouve ça très intéressant que tu restes un peu dans cette, il y a une qualification non genrée. C'est ça. Tu vois, j'ai envie de dire. Assez non défini, exact. Mais plus que ça, en fait, c'est pas visiteur, c'est pas les personnes en elles-mêmes, c'est plutôt le phénomène en lui-même. Donc visite. Pour moi, à partir du moment où j'ai vu cet ovni pour la première fois, il y a un phénomène de visite qui a commencé. Et j'arrivais pas vraiment à définir ce que c'était, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Je pouvais pas nier qu'il n'y a rien. Me dire en fait qu'il n'y a rien, c'était pas possible. Et dire qu'il y a quelque chose, oui, mais je peux pas le définir. Donc du coup, ça reste entre les deux. Et au départ, je me suis dit, ça doit être le propriétaire de la maison, décédé d'une maladie, etc., qui est toujours là. Donc peut-être qu'avec quelques prières et puis avec un petit peu de sel à droite à gauche, ça va l'aider à peut-être monter vers la lumière. Au départ, je me disais que c'était ça. Et puis au fur et à mesure, les visites sont devenues plus fréquentes. Et il y avait quand même quelque chose de particulier, en fait, dans ces visites, que je savais à l'avance qu'il allait y avoir une visite dans l'après-midi. Donc le soir, je me disais, ok, il va y avoir quelque chose, super. Je préférais dormir tranquille que d'avoir encore à vivre ce genre de truc. Et une entité m'observe, ensuite vient, approche, rentre chez moi. Passe la porte fermée à double tour. C'est ça. Et à ce moment-là, en fait, j'ai plus que n'importe quoi d'autre, c'est plutôt mon corps qui réagit par rapport à ça. Et je vois que mon corps, en fait, j'ai les mains qui tremblent, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai chaud, j'ai des sueurs froides, mais mon mental, en fait, observe ça, j'ouvre toutes les lumières, etc. Il n'y a rien. Donc, je ne comprends pas pourquoi mon corps réagit comme ça, parce que à partir de mon mental, il n'y a rien, mais en même temps, je sais quelque part qu'il y a quelqu'un. Alors, juste, je reformule un petit peu parce que avant que tu continues, et vraiment, je vais te laisser continuer. C'est ce que je trouve extrêmement intéressant, ça correspond à des états de panique en fait, des états de et les pages de ton livre sont très fortes par rapport à ça. On sent très bien la terreur qui t'habite et comment tu es terrifié par ce qui arrive en fait. Et tu le donnes avec des détails très précis, très concrets. Et c'est vraiment moi je trouve ça génial, non pas cette notion de transparence, mais en fait cette transmission d'un état émotionnel que tu as pu vraiment faire ressentir dans les pages où tu parles de cela. On ressent très très bien la terreur qui t'habitait, comment tu étais terrifié par ces visites et comment donc ces visites étaient des visites qui, si je puis dire, s'imposaient à toi. Pour moi, c'était ça, Pour moi, elles s'imposaient. À ce moment-là, hein, voilà. À ce moment-là, exact, Elles s'imposaient à moi et comment est-ce que je pourrais dire ça, J'avais vraiment envie de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe, pourquoi, la forme, la signification, etc. Mais j'avais accès à aucune de ces informations.
Donc, pour moi déjà, comprendre pourquoi mon corps était dans cet état-là, alors que mon mental ne peut rien confirmer. Il y avait vraiment un état en fait de distorsion qui fait que, au fur et à mesure de ces phénomènes de visite, en fait, mon mental prenait de plus en plus de place dans l'observation. Je vais observer ce qui se passe parce que je ne comprends pas ce qui se passe et pourquoi mon corps réagit comme ça et pourquoi il doit réagir comme ça. Il doit y avoir une raison quelque part. Mon mental n'arrive pas en fait à comprendre cette raison. Et il y a eu vraiment une sorte de distorsion entre les deux, où je me suis dit mais le corps et le mental en fait c'est deux choses différentes parce que on va dans deux directions différentes là. Et en plus de ça, il y a quelque chose que je ressens ailleurs, qui n'est pas mon mental, qui n'est pas mon corps non plus. Donc il y a un troisième élément. Troisième qui fait sensation, partie, on pourrait dire. On pourrait dire comme ça, ouais. Donc pour moi en fait ce phénomène de visite c'était je suis pas une entité, je suis trois éléments combinés, puisqu'il y a trois réactions différentes. Simultanées, c'est ça. Le mental, le corps, et quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond, pour lui, je veux dire, tout se passe bien, il comprend, il est rassuré. Le corps est en panique, le mental observe et ne comprend rien. Donc ces trois choses-là, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait en tant qu'expérience à chaque fois qu'il y a eu ces visites. Et on va, enfin, une autre scène très forte de ton récit, c'est quand tu vois cette chose devant toi et que tu la contemples et qu'elle vient à toi jusqu'à... t'as beau vouloir la garder à distance, elle force le fait que vous allez vous fixer, vous regardez les yeux dans les yeux, pardon de l'expression, à quelques centimètres l'un de l'autre. Tout à fait. Et là, tu vois quelque chose que tu n'avais jamais vu jusque-là, et qui refait le lien avec les questions ovni, UFO, aliens, etc., etc. Vas-y, je t'en prie. Donc ça, c'est passé en 2006, et je savais quelque part qu'il y allait avoir une rencontre, parce que c'est quelque chose que j'avais ressenti, entendu. C'est des questions en fait que j'ai entendues. Comment est-ce que tu réagirais par rapport à une rencontre comme ça, ou aussi peut-être qu'il est temps en fait de faire une rencontre un peu plus rapprochée, visuelle, etc. Et moi, j'avais toujours dit, en fait, pas de visuel, pas de son, c'est bon, quoi. Je veux dire, s'il y a des informations à passer, on va essayer de faire ça sans visuel, sans son, ce serait super. La deuxième fois que j'ai observé un ovni, j'ai dit, ok, 2 fois, ça suffit. Une fois, ça suffisait déjà, 2 fois, là, c'est bon. Pas besoin de 3e fois, merci. Donc bon, tu vois, c'est une interaction que tu cherchais à maintenir à distance, Bah, il y a un moment en fait où tu te poses la question, est-ce que tu réponds ou est-ce que tu ne réponds pas? Si tu ne réponds pas, c'est-à-dire que tu fais semblant que ça n'existe pas, je peux pas faire semblant que ça n'existe pas parce que je vois que en face, il y a une intensité qui continue, donc il y a un moment, il faut que je prenne une décision. Donc j'ai pris la décision assez tôt, je dis ok, je reconnais qu'il se passe quelque chose. Et donc ce que j'ai dit c'est ok, très bien, ça se passe, mais visuellement c'est bon, pas besoin. Et puis au niveau sonore aussi, pas besoin. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais compris aussi, en fait. C'est possible, au niveau sonore, si je suis prêt pour ça. Et à cette époque, j'ai dit non, absolument pas. Je suis pas prêt pour ça. D'entrer une voix dans ma tête, pas question, quoi. Voir quelque chose apparaître, non plus. Oui, donc tu avais cherché à filtrer le plus possible, ou à verrouiller le plus possible. Autant que le plus possible, il y a une trentaine d'années de cela, c'est-à-dire au milieu des années 90. Et 10 ans plus tard, ça vient quand même. Ou en tout cas, ça s'autorise à apparaître, à se présenter à toi visuellement. Tout à fait. J'imagine que c'était nécessaire, donc on l'a fait. Donc effectivement, une rencontre très très rapprochée. Très rapprochée, ouais. T'es en mesure de nous le partager? Ouais, bien sûr, ouais. Donc ça s'est passé à Paris quand j'habitais dans le 5e arrondissement. La plupart en fait de mes, mis à part les observations d'OVNI, mais la plupart de mes expériences les plus marquantes sont passées en plein milieu de Paris, en fait. Et donc un soir, donc de cette année 2006, j'avais senti déjà qu'il y avait quelque chose d'un peu différent. Et donc je me réveille pendant la nuit et il y a quelqu'un qui est derrière la porte d'entrée, une présence qui est là. Donc c'est comme si en fait on avait frappé à la porte sans frapper. Ok, donc la présence est là, je reconnais la présence. Très bien. Bon, bah une fois que j'ai reconnu la présence, du coup la présence entre. Quand tu dis que tu reconnais la présence, est-ce que c'est au sens où tu as détecté qu'une présence était là, ou tu reconnais que cette présence est similaire à celle que tu connaissais auparavant, que tu avais
que tu pouvais ressentir auparavant des années plus tôt. Ni l'un ni l'autre en fait. D'accord. C'est la présence se fait connaître à moi. Ouais. Et tu sens qu'il y a une présence, mais même si c'est pas une présence dont la signature vibratoire, en quelque sorte, dans l'information, est similaire à ce que tu avais pu côtoyer auparavant. De manière individuelle, je ne pourrais pas te dire. Par contre, de façon au niveau de la nature de cette présence, je peux tout de suite reconnaître que c'est pas une présence humaine. Parce que c'est très très différent. Et donc cette présence me signale que elle est là. Et donc du coup, je prends la décision de reconnaître qu'effectivement elle est là. Je sais que tu es là. Donc là, il y a une connexion qui se fait forcément. Donc après, c'est là où elle rentre. C'est ça. D'accord. Et ça me fait toujours rire, mais quand elle rentre, en fait, j'entends les pas sur le parquet, c'est-à-dire j'entends le bruit sur le parquet. Et je dis à la présence, vraiment, ça c'est pas nécessaire. Elle va me faire entendre le parquet qui craque. Et c'est tellement, c'est pas la première fois, hein, c'est presque à chaque fois, c'est ça. Mais je me dis bon, si tu passes à travers la porte sans l'ouvrir, faire craquer le parquet, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bref. Donc du coup, ça approche. Et le parquet continue de craquer ou pas? Bien sûr. Ah oui. Ouais. Et donc du coup, la tension monte parce que je suis un peu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Surtout que là, je sentais vraiment quelqu'un très présent en fait, très fortement, ouais. Et la présence s'arrête à l'entrée de la chambre. Donc, ok, j'ai compris, très bien. Et ensuite, elle entre. Et au moment où elle entre, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si la présence va prendre mon esprit ou ma conscience en dehors de mon corps tout de suite, paf, pour la tirer comme ça tout de suite. Et la tirer vers elle. Est-ce qu'elle la tire vers elle ou est-ce que c'est moi qui dérive? Je suis pas sûr. J'ai pas senti que c'est la présence qui me tire vers elle. J'ai plutôt l'impression que c'est moi qui dérive. D'accord. Et au moment où elle me sort de moi, je vois tout de suite la présence de façon très claire. Non seulement la présence en elle-même, mais aussi tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire tout ce qui est normalement pas visible, l'énergie autour, le champ quoi. Le champ autour et les tout couches, ce qu'il y a dans le les champ. Couches, ouais. C'est ça, ouais. Et là, je suis juste scotché. Je sais pas trop. Je suis bouche bée. Et il y a une chose que je ressens beaucoup, c'est j'ai honte en fait d'apparaître devant cette présence parce que cette présence peut voir tout à l'intérieur de moi, vraiment jusqu'au fond de moi-même, et je me sens sale en fait juste par ce regard-là. Et la présence reste neutre, c'est-à-dire qu'elle va pas ni me juger ni me dire quoi que ce soit par rapport à ça. Elle va juste renvoyer le miroir. Être en pur observateur. C'est ça, vraiment pur observateur en miroir carrément. Et ça c'est super intéressant. Juste avec ça, après je me suis dit juste ça c'est tout. Mais juste avec ça, j'ai pu apprendre tellement de choses en laps de temps très court. Et ouais. Tu te sens de nous décrire cette présence? Ouais, bien sûr. Visuellement? Visuellement, ouais. Visuellement, donc c'est une présence qui fait 1m65, 70 par là. Pas de cheveux, des grands yeux énormes, peut-être, je dirais 4 fois la taille des miens. La peau bleue, vraiment d'un joli bleu. Je me souviens plus s'il y avait un nez ou pas, mais il y avait certainement quelque chose comme ça. Petite bouche fermée, vraiment une grosse tête, donc c'est typique en fait la poire inversée quoi. Et les yeux avec les pupilles argentées, magnifique, vraiment argenté. C'est surtout le regard qui était hypnotisant quoi. Juste avec le regard, tu es paralysé. Impossible de détacher ton regard de ce regard-là, quoi. Et ce regard est tellement profond, c'est waouh, incroyable. Et il portait quelque chose, je me souviens plus vraiment exactement ce que c'était, mais une sorte de manteau, de veste ou peu importe. Et en bas, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Donc, Et il ne dit pas qui il est, d'où il vient. Non, ça c'est des questions en fait que j'avais posées autrefois et on m'avait répondu ça n'a aucun intérêt. Parce que le nom ou la provenance n'a aucune signification pour nous. Pour nous, ce qui compte, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, le but, c'est ce qui fait que on marche ensemble. Donc déjà, il n'y a pas vraiment d'individualité, ou alors elle est un peu plus effacée. Et la provenance en elle-même, en fait, quand on dit d'où viens-tu quelque part, c'est où est-ce que tu es né, etc., etc. Et là, j'ai pas l'impression que où est-ce que tu es né, l'emplacement est vraiment une signification.
pour X ou Y raison. Alors, ça c'est vraiment, on va dire donc, tu n'as pas vécu d'enlèvement, tu n'as pas vécu de choses de cet ordre-là. Non. On est sur des rencontres qui viennent à toi, suite à une observation d'OVNI classique, pourrait-on dire, mais en revanche avec des états de conscience qui sont relativement peu communs par rapport à ce type de rencontre en quelque sorte. Voilà, on peut avoir des choses similaires, mais avec des récits qu'on connaît, où les personnes sont avalées par une soucoupe. Enfin, il y a des choses de cet ordre-là. Toi, c'est absolument pas ça qui s'est passé. Non. Et là, ce que tu nous racontes, ça se passe quand même dans ton appartement, dans le 5e, à Paris. C'est assez. C'est la première fois que j'ai fait l'expérience de l'état d'esprit de oneness, en fait, c'était en traversant la rue dans le 13e. Donc voilà. Alors, en pleine journée. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut justement basculer là-dessus maintenant, sur le oneness, puisque c'est cette idée de progression. J'ai cherché dans notre entretien, on sent bien que c'est pas tant qu'on fait monter le suspense, c'est plutôt que il y a des étapes que tu nous partages, des étapes de prise de conscience, c'est ça. Et où en fait, ce qui était quelque chose comme déjà un gros morceau à digérer et à assimiler, en fait, ton cheminement et ton évolution continue. Et c'est cette notion d'évolution que je cherche à faire un peu transparaître à travers notre échange et qu'on retrouve avec plus de détails bien sûr au sein de tes ouvrages, même si pour l'instant ils sont, je le rappelle, il y a celui-ci qui est en anglais, et on va voir pour qu'il puisse exister en français bien entendu. Et puis ça c'est un exemple, c'est le il est sorti en août 2025, c'est le 4e ouvrage en japonais de Julien, dont on parlera dans la dernière partie de l'entretien. Alors ton expérience de oneness quand tu traverses la rue. C'est ça. L'expérience de oneness quand je traverse la rue. Désolé de te poser une question un peu à brûle-pourpoint. Non. Tu dois utiliser du langage pour décrire quelque chose qui est au-delà du langage. C'est ça. Donc c'est ça le défi en fait. C'était quelque chose de magnifique, une expérience que j'ai jamais fait avant. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que j'ai perdu la boule sans m'en rendre compte? Parce que ça fait partie des possibilités, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais avant ça, il y a une partie qui est importante, je pense, c'est j'avais décidé en fait de faire des études et de transférer dans une autre université sur Paris. J'avais vraiment besoin de me concentrer. Donc il y a un moment, je me suis dit bon, tout ce qui est présence, etc., visite, etc., c'est bien joli. Bon, je remplis mon carnet, etc. Mais là, en fait, j'ai plus trop le temps pour ça. Donc je vais fermer la porte à ça pour l'instant. On verra ça plus tard. Et je l'ai vraiment exprimé, quoi. Donc j'ai exprimé ça. Je dis ok, je vais fermer la porte avec les deux mains, très fort. Pendant une période de 2 ans environ. Non, une logique où tu refermes les battants de la porte, c'est pas au sens où tu mets des verrous à double tour, c'est simplement que tu refermes les portes comme ça. En me disant, allez, je peux le faire, vas-y, tu fermes la porte et puis on verra bien ce qui se passe. Pendant 2 ans, il s'est passé plein de choses. Mais j'ai décidé il ne se passe rien. Même s'il se passe quelque chose, je décide qu'il ne se passe rien et c'est comme ça. Parce que je me concentre sur ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et il y a des moments où il fallait vraiment très fort que je me dise, il ne se passe rien. Parce que c'était quand même très... Et au bout de ces 2 ans, en fait, j'arrive sur Paris et j'ai atteint mon objectif. Et donc là, j'ai l'impression que les portes se sont vraiment relâchées. Et toute la pression qui s'était accumulée derrière, c'est vraiment déversé en fait sous la forme de ces nouveaux états de conscience dont j'ai fait en fait l'expérience pas juste moi, mais aussi avec mon frère. Parce que je suis allé habiter chez lui pendant 2 mois, pendant les mois d'été, pour travailler, etc. Et dès le premier soir où j'arrive chez lui, visite. 2e soir, visite. 3e soir, visite. Dès le 3e soir, il me dit qu'est-ce qui se passe. La nuit, il se passe quelque chose, j'arrive pas à dormir, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre chez moi. Je me lève, j'allume toute la lumière, il y a personne. Est-ce que toi tu observes ou tu fais l'expérience de la même chose, ou parce que là j'ai vraiment besoin de dormir, demain il faut que je travaille, etc. Et donc là je lui raconte un peu tout et il me dit mais je suis quand même chez moi. Donc, c'est très bon ça. Je suis en droit de savoir pourquoi est-ce que je ne peux pas dormir la nuit, quoi. Et donc le lendemain il se réveille et me dit j'ai compris pourquoi ça se passe, sauf que je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, je me souviens en fait du sentiment d'apaisement après avoir compris, et je me souviens avoir dit ah d'accord, ok, c'est pour ça, très bien, et ensuite j'étais apaisé. Je me dis au moins j'ai ça. Après, ok, d'accord, très bien. Et donc chaque jour, chaque nuit en fait, visite après visite après visite, et au point que
quand tu as des visites comme ça avec des êtres qui sont quand même très très présents, avec une présence très forte, ça va s'imprimer sur l'endroit. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une maison où il y a eu plein de visites, tu sens en fait les vibrations de ces visites. Quoi. Tu peux pas. Ça c'est très intéressant parce que ouais. ça fait pour ceux qui s'intéressent beaucoup non seulement aux lieux habités, mais au sens typiquement le Skinwalker Ranch, les lieux de cet ordre-là. Exact. Ça fait un parallèle, ça fait une résonance parallèle qui est assez intéressante à garder en tête. Hein, si on s'intéresse à ces formes-là de paranormal, où se combine paranormal et entité interdimensionnelle et puis observation d'ovnis ou de présence, c'est que cette conclusion que tu tires à ce moment-là de la façon dont ça s'imprime quelque part. Voilà, il y a un enseignement en tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à prendre en compte effectivement dans les vibrations, dans ce qui s'est imprimé dans l'endroit. Et pour être honnête avec toi, c'était pas quelque chose que mon frère et moi on recherchait, parce qu'après avoir travaillé toute la journée, là, la seule chose dont tu as envie, c'est quand même de te reposer. Et quand tu rentres chez toi et que tu sens en fait tout ça, tu te dis ah Dieu, est-ce qu'on peut dormir cette nuit ou Et quand tu rentres à la maison, je me souviens, c'est assez intéressant parce que tu peux sentir que ah oui effectivement l'entité est rentrée par ici, est passée par là. Et c'est comme si, en fait, dans ce passage-là, il y a comme un lien avec l'entité encore, avec ce phénomène de visite, avec ce qui s'est passé, mais ce qui se passera aussi. Il y a comme de l'information qui passe, qui est non attachée au temps, en fait. Donc, passé, présent, futur, ça n'a aucune importance. Donc, en étant juste là, tu peux sentir ce qui s'est passé, ce qui se passera, et voilà. Moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit lorsque tu le relates à nouveau, hein. Ces visites répétées, journalières, là aussi qui s'imposent, hein, envahissantes, pourrait-on dire, envahissantes. Au-delà de l'expérience, au-delà de l'imprégnation par rapport à l'expérience, moi j'ai la sensation qu'il y a de l'enseignement. Absolument. Il y a un enseignement qui est dispensé sur un certain rythme, avec une certaine cadence, qui est la cadence journalière. Tous les soirs, il se passe quelque chose. Tous les soirs, il y a cette visite. C'est ça. Et donc, voilà, tous les soirs, on te fait passer des infos en quelque sorte. C'est ça. Alors, si tu peux nous... Et il y a un moment, tu as envie de savoir quand même concrètement qu'est-ce qui se passe la nuit. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dormir tranquille là? C'est ça. Et ces infos, c'est encore des choses qui sont difficiles à exprimer avec des mots parce que c'est plus de l'ordre de la conscience. Donc c'est vraiment en fait comment tu vois positionner ta conscience dans un nouveau rapport à la réalité pour voir des choses différentes, comment aussi approfondir ton ressenti qui est très important, comment aussi te mettre en position d'observation de ton mental, puisque le mental en fait c'est un outil formidable, mais ça reste qu'un outil. Donc tu ne peux pas fonctionner que à partir de ton mental, ça c'est pas possible. Et puis travailler sur l'acceptation des choses qui sont au-delà en fait de ta réalité quotidienne. Oui, en fait quelque part, t'as eu, pardon de le formuler avec cette forme d'humour ou de légèreté, mais t'as eu un enseignement zen rassemblé en 3 mois, quoi. Ça peut être ça, ouais. On peut voir tu ça vois, le comme détachement, la posture de la conscience, l'ajustement de la conscience, le rapport à la réalité. En tout cas, le mot qui me venait, c'était pas du tout un enseignement chamanique, on est plutôt sur un enseignement de type zen, en termes de vibration et de rapport au monde, hein, si je puis dire. Très apaisé, en quelque sorte. Ouais, tout à fait. Très apaisé, mais en même temps très intense, hein, parce que c'est quand même des présences qui sont rayonnantes, en fait, de présence. Oui, donc, tu l'évoques d'ailleurs à certains moments, tu sens la pression sur ton corps, tu sens des choses comme ça. Ouais. Alors, pression sur mon corps, ça c'est quand je décide de me dire qu'il ne se passe rien. Donc dans ce cas-là, eux font un pas de plus. Ah oui. Donc du coup c'est paf comme ça, ou alors on me bouge des muscles, etc. Donc là, ok, très bien. J'arrête de dire qu'il ne se passe rien. Effectivement, il se passe quelque chose. On va faire un pas en arrière, s'il vous plaît. Alors, juste pour qu'on puisse situer, puisque je navigue exprès entre les époques, il y a ce que tu vis en tant qu'adolescent en Bourgogne au milieu des années 90. Il y a cette présence que tu vois en 2006. C'est ça. Là, ces événements avec ton frère, c'est quel moment? C'est 2013, c'est 2003, 2004, voilà. 2004, ouais. Et pendant ces 2 années 2004, donc ces expériences avec mon frère débouchent en fait sur, au fur et à mesure, ces expériences de oneness qui sont vraiment comme des vagues qui arrivent. Et les premières vagues, en fait, lui et moi, on va les vivre ensemble à différents
endroit, mais au même moment. Ce qui fait que le soir, quand on se rejoint, je lui dis une chose, il me dit une autre qui va compléter ce que moi j'ai vécu. Et donc on se dit, mais peut-être que là, on est en train de vivre quelque chose ensemble, séparément, mais qui se complète. Au niveau de la conscience, au niveau de l'expérience, en fait, de cet état d'esprit. Ouais. On a déjà fait pas mal de temps ensemble, hein, c'est bien. Le temps s'est suspendu. Ouais, super. Ouais. Alors, est-ce que tu peux donc revenir sur cette sensation de oneness qui te submerge, si je puis c'est ça. Submerge, c'est bien le mot en fait. C'est carrément un tsunami qui arrive et qui va m'engloutir moi en tant que présence. Et t'es simplement en train de traverser une rue à ce moment-là. C'est ça. D'un seul coup. Et donc, quand je traversais la rue, ça c'était vraiment une seconde ou deux, et ça s'est tout de suite arrêté parce que je me suis inquiété de la personne en face de moi qui traversait la rue, en me disant, elle va être étonnée de la forme que je viens de prendre. Parce que pour moi, j'avais changé de forme. Physiquement, je n'étais plus du tout en fait un être humain ou autre chose. J'étais devenu quelque chose de très très long comme ça. Et je me suis dit, oh zut, la personne en face va être choquée de voir ça. Et paf, ça s'est arrêté à ce moment-là. Au moment de mon inquiétude. Et au fur et à mesure, en fait, en prenant le métro, en allant au supermarché, je commençais à avoir ce genre de expérience, sans savoir vraiment ce que c'était, mais quelque chose de très touchant en fait, qui va venir dans le cœur et qui va vraiment s'exprimer comme une émotion assez profonde lorsque tu es touché en fait par quelque chose qui est tellement magnifique. Tu te dis oh mon Dieu, j'avais aucune idée que. Et en fait, c'est vraiment la vie. Vivre peut être une expérience aussi magnifique. J'avais aucune idée. Et quand tu dis aucune idée, tu ressens vraiment à quel point vivre est une expérience magnifique. Au point que tu commences à pleurer. Et en fait, plein de choses se passent au fur et à mesure que cette expérience va se développer, en fait, fleurir comme, tu vois, comme une fleur qui s'ouvre. Et donc, au fur et à mesure, mon individualité va s'effacer. Je peux entendre, entre guillemets, plutôt ressentir ce que les gens autour de moi pensent, leurs inquiétudes, leurs états d'âme, etc. Et ça devient en fait mon expérience personnelle. Et donc tous ensemble, toutes ces expériences en fait de conscience qu'on est en train de faire, je les ressens comme si ça les miennes tout en même temps. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est du point de vue, et je dis ça en fait du point de vue de l'univers, puisqu'il y a un moment, moi je n'existe plus, je retourne à la source, on peut appeler la source, l'univers ou autre chose. Du point de vue de l'univers, en fait, faire ces expériences-là tout en même temps, c'est le summum en fait de la beauté, de la joie, c'est quelque chose d'incroyable. Et ces expériences extatiques, qu'on peut qualifier d'extatiques, par rapport à ce vécu, parce que on le sent dans tes paroles maintenant, du passé, ça devient du présent. C'est-à-dire que ça nourrit ce que tu es aujourd'hui. Absolument, ouais. Et ça s'installe paisiblement. Ouais. Intensément mais paisiblement, ça s'installe en toi et ça fabrique le Julien d'aujourd'hui ou le Julien du milieu des années 2010 parce qu'après tu commences à travailler et ton premier ouvrage le portail vers l'unité c'est 2019. C'est 2019 qui est publié au Japon, exact. Voilà. Donc il y a cette phase où il y a ce vécu personnel, il y a le besoin. Enfin, c'est pas tant de le coucher sur le papier, tu le faisais déjà. C'est le fait de le rédiger de façon à ce que d'autres le lisent. Exact. Alors ça, c'est un cheminement un peu particulier. Donc l'expérience de oneness, j'ai fait l'expérience de cet état d'esprit beaucoup de fois, très fréquemment. État d'être ou état d'esprit? État d'être, conscience, j'imagine, beaucoup de fois, et à cause de ça, ou grâce à ça, ce que je dis en fait dans ce livre, c'est que moi je suis né une deuxième fois. Après avoir fait cette expérience-là, je me suis vraiment dit, ah finalement ça y est, je suis né. Jusqu'à maintenant, je sais pas ce que je pensais ou qui je pensais être, mais là ça y est, enfin je suis moi. T'étais pas encore toi-même, Non, j'étais pas encore moi-même, Et à partir de là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette expérience-là, pour la véhiculer, pour la transmettre, parce que c'est important de la transmettre, c'est pas une expérience que moi j'ai fait pour moi, absolument pas. Parce que le moi, en fait, n'a pas vraiment d'importance. Il faut être suffisamment
avoir, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une amplitude intérieure assez importante pour pouvoir le faire. Et à cette époque, c'était absolument pas le cas. À cette époque, il y avait moi en tant que Julien, si tu veux, et puis cette personne qui a fait cette expérience, et il y avait une différence très très importante. Donc j'ai pris conscience du fait qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour rééquilibrer ça, parce que sinon je pourrais pas partager cette expérience. Oui, et là aussi, extrêmement intéressant en fonction des grilles de lecture Ouais. et des positions de chacun, Ouais. c'est que ce que tu vas décrire Ouais. correspond à des états de dissociation, Ouais. sauf que tu as conscience de cette dissociation, Ouais. ou tu as conscience en tout cas de l'écart qu'il y a entre les deux états, et tu fais un travail conscient de réduction de la distance, et donc d'intégration, ouais. de réintégration, oui, c'est ça, pour le partage. De lien, ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Je sais pas si c'est extraordinaire, mais ça m'a pris pas mal de temps, ouais. Ouais. Comment as-tu pu procéder? Est-ce que c'est le fait par la volonté, comme tu pouvais le faire précédemment, ou c'est via des exercices, via des pratiques qu'on t'a pu te transmettre ou que tu as pu découvrir et que tu as commencé à assembler ensemble et qui ont fait que c'était plus quelque chose d'extérieur qui te faisait évoluer, c'était toi-même qui évoluait dans le sens de la direction que l'extérieur t'avait amené? C'est une très bonne question. En fait, ce que je me suis dit, c'est déjà... après avoir fait cette expérience-là, j'ai commencé de vivre de façon un peu différente en me disant l'univers est un miroir de ce que j'y projette. Donc je peux dialoguer avec l'univers, il y aura toujours une projection qui va se faire. Donc je dis à l'univers, j'ai besoin de faire quelque chose par rapport à cette amplitude intérieure, donc on y va, c'est parti. Je suis prêt. Et donc l'univers envoie des choses que moi j'identifie comme des opportunités, et donc hop, j'y vais avec les opportunités qui me sont présentées. Et plus tu vas dans la diversification, c'est-à-dire en dehors des champs battus, qui sont pour toi des champs battus, plus tu vas ouvrir en fait de nouvelles perspectives. Donc on ouvre encore, toujours plus ouvrir des perspectives. Une des perspectives que j'ai souhaité ouvrir, c'est à cette époque, déjà je parlais japonais, mais j'avais remarqué que juste français, japonais, c'est pas assez. Il faut quelque chose pour élargir encore ça, quoi. Parce que sinon, ça va être trop... et donc étriqué, ouais. Et donc, à cette époque, la Chine montait, etc. J'avais quelques amis taïwanais à l'époque. Je me disais, tiens, ils sont quand même super sympas, ces taïwanais. Ils ont vraiment quelque chose, tu vois, ils parlent super bien français. Ils ont une super personnalité. Pourquoi pas, moi aussi, en fait, partir à l'étranger et faire cette expérience-là, qui est quand même... une expérience transformative quand tu vis à l'étranger. Bah oui, c'est sûr. Donc j'ai commencé à apprendre le chinois de mon côté, et puis après j'ai trouvé une porte vers Taïwan, qui m'a accueilli pendant 1 an en tant qu'enseignant dans une université. Et là, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ça a vraiment ouvert un autre pan, en fait. Oui, donc en tant que citoyen du monde, tu sais très bien parler. J'ai pu t'entendre parler japonais. Ouais. Tu parles donc français, japonais, chinois, anglais, ouais. Voilà. Et tu officies comme ça, faire des passerelles, des ponts, des traits d'union entre les cultures, entre les projets culturels, les amitiés franco-japonaises ou nippo-françaises. C'est ça. Nippo-américaine aussi, ouais. C'est là où je trouve ma place. C'est une place qui est entre, à chaque fois, plusieurs mondes. Ça, c'est moi. À être entre deux choses comme ça, c'est vraiment là où je suis... le mieux. On arrive sur la fin de l'entretien et j'aimerais il y a les 2 dernières questions. C'est par rapport à donc je vais la poser de façon très naïve, elle est identique à cette question que je t'ai posée aussi les premières fois on s'est parlé ensemble au téléphone. Mais pourquoi Bigre? Pourquoi ces ouvrages ont été publiés en japonais d'abord et pas en français alors que tu es français et de langue natale française? Exactement. Logiquement pour moi, ça aurait dû être en français, ça c'est clair. Mais pourquoi c'est en japonais aujourd'hui? Parce que on m'a guidé vers ça. Et quand je dis on m'a guidé, ce sont les mêmes êtres avec qui j'ai eu cette communication qui, cette fois, ont utilisé leur voix pour me dire tu vas aller au Japon, tu vas contacter telle personne pour parler de cette expérience. J'ai entendu ça une fois et je me suis dit non. Non, je vais pas faire ça. Et j'ai entendu ça encore une 2e fois. Parce qu'ils me connaissent bien, ils savent que j'ai la tête dure. Donc une fois, ça suffit pas. Donc 2e fois, j'ai entendu, même chose, très clairement dans ma tête. Donc je dis, bon ok, très bien, on va le faire. Donc je le fais pour voir, en me disant, je vais parler de ça, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne sais rien du tout.
Je contacte une personne que je connaissais déjà à l'époque, qui me dit, OK, on va organiser quelque chose, on verra bien ce qui se passe. Et 3 jours plus tard, elle me dit, il y a déjà 80 personnes inscrites. Est-ce que tu veux faire ça en une fois ou en 2 fois? En 2 fois. Comme ça, si je rate la première, au moins la deuxième, je peux me rattraper. Et donc, j'ai fait ça. Toujours ce côté très prudent, rationnel. 80 personnes, j'avais pas l'habitude, tu vois, de parler vraiment avec un public. En plus, c'est pas en français, c'est en japonais, donc il y a déjà cette préparation-là, plus parler en public. J'ai envie qu'ils soient contents aussi, tu vois, donc... Est-ce que c'est les premières fois où tu étais en immersion au Japon? Peut-être pas, non. Non, j'étais déjà allé au Japon avant, et comme j'habitais à Taïwan à l'époque, si tu veux, c'était juste à côté. Ah oui, bien sûr. Donc l'immersion était beaucoup plus intense à Oui, Taïwan là on est qu'au avec Japon. les années 2000, rappelons-le, 2019-2020, c'est-à-dire On c'était est avant-hier, en- quoi, grosso modo. Non, on est en 2008-2009. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc tu as commencé à en parler oralement, à faire Ouais. des présentations C'est orales, ça, avant que ça soit couché par écrit. exact. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, il y a un peu logiquement ou naturellement, Ouais. tu as déjà un public de conférenciers ou une expérience de conférencier au Japon sur ce que tu as pu vivre, Ouais. et ça se prend la forme d'un ouvrage écrit, livre. quoi. Exact. Bon, la première fois que j'ai fait une conférence, personnellement, je me suis dit, ça manque encore de, j'arrive pas à transmettre ce que, Ça n'a pas cette que densité. vraiment l'expérience Il y a, est. il y a tu pas vois. la densité. C'est ça, Ouais. il y a pas. Et je me suis dit, c'est pas juste les mots, parce que je me suis préparé, etc. Il y a quelque chose, en fait, qui est pas encore, Écrit, non. inscrit. Non, je me suis dit, je suis trop immature sur certains points. Donc, il va falloir creuser encore un petit peu ça pour ouvrir davantage. Et donc, j'ai fait ça. Je me suis dit, bon, on va faire une pause, creuser un petit peu ça, et puis revenir quand ce sera le moment. Donc, j'ai fait une pause de 7-8 ans. Pendant 7-8 ans, je suis pas venu au Japon du tout. Et je me suis consacré à plein d'autres choses, au niveau du travail, pour approfondir, en fait, tu vois, cette amplitude intérieure, quoi, qui m'avait semblé nécessaire. Et au moment où, parce que j'ai publié des bouquins également à Taïwan, mais c'est plutôt des manuels pour enseigner le français, au moment où je suis retourné à Taïwan pour faire la présentation d'un de ces manuels, j'ai entendu dans ma tête, si tu vas à Taïwan, va au Japon, appelle telle personne, organise ça D'accord. pour parler de tel sujet. Et tel sujet, c'était vraiment très très détaillé. Donc je me suis dit, ah ok d'accord, bon bah si c'est détaillé comme ça, on va le faire. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion, on le fait, mais je vais me préparer à fond. Et donc je me suis préparé à fond, et j'ai fait une conférence de 3 heures en japonais, en entier. Et au bout de 3 heures, les participants m'ont dit, mais c'est pas une conférence qu'il faut, c'est un livre, parce que il y a tellement de questions à poser sur déjà les 3 heures, que voilà, ce serait mieux d'avoir un livre. Donc est-ce que tu penses pouvoir écrire un livre là-dessus, en japonais, un livre? J'avais jamais pensé à ça en fait. Et quelques jours plus tard, on me dit, bah tiens, il y a une maison d'édition qui serait intéressée, quand est-ce que tu peux donner ton manuscrit? Dans 1 mois ou 2? 1 mois ou 2, ça me paraît quand même un peu short pour le faire. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et 1 an et demi, j'ai donné le manuscrit, et c'est le premier livre qui est sorti. Et la première présentation que j'ai fait, c'était à Fukuoka, Kyushu, avec 50 personnes en face de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, au fait? Je crois que j'ai loupé... c'est allé tellement vite que je me suis posé la question pendant une seconde, qu'est-ce que je fais là? Extraordinaire, presque incroyable. Ouais, Alors, d'autres ouvrages ont suivi en japonais, c'est ça. dont celui-ci qui vient de paraître. Dont celui-ci. Et ça, c'est vraiment génial, là aussi, dans nos synchronicités Ouais, à tous les deux. Ouais. On commence à se parler au mois de mai 2025. c'est ça. Quelques semaines avant que je vienne au Japon pour mon premier Exact. voyage d'enquête, Ouais. pour le livre OVNI Japon, qui sortira au printemps 2026. Et là, dans les partages qu'il y a, c'est ben oui, actuellement, je suis en train de boucler un 4e livre qui va sortir en août 2025 au Japon. Et voilà. Et là, maintenant, on est en novembre 2025. Tout à fait. On s'est parlé un peu entre temps, mais on n'avait pas pu faire cette interview Tout à fait. par Zoom, et on n'avait pas pu se voir en vrai non plus. Exact. Bon, j'étais absent quand toi t'étais à Paris, ou quand j'étais à Paris, toi t'étais aux États-Unis, etc., etc. Et là, donc, c'est ici au Japon, terre d'élection de Julien Chameroy, Tout à fait. que on se retrouve. Tu peux nous en parler un petit peu, Ouais, s'il te plaît? tout à fait. Voilà. Ça aussi, en fait, c'est un livre qui vient de... Alors, tu vois, j'utilise des mots un peu différents parfois. Alors, il y a 2 mots-clés qu'on voit sur la tranche en japonais. Quand on est occidental et qu'on lit pas le japonais, il y a 2 mots-clés qu'on voit. Il y a UFO et NDE. C'est ça. Tout de suite, on va sur ces 2 mots-là. Ouais. Et ça, c'est une inspiration que j'ai reçue pendant que j'étais au Japon.
pendant la journée, j'ai reçu une inspiration sous la forme d'un triangle qu'on voit ici, ça, sur la couverture, un triangle bleu lumineux. Et à l'intérieur de ce triangle-là, en fait, il y avait tout un tas d'informations, dont le fait que l'expérience de oneness, l'expérience de NDE, mort imminente, mais également les expériences avec ces êtres non humains, tout ça, en fait, il y a un fil directeur. Et si on écoute bien les expériences, les expérienceurs, en fait, et ceux dont ils ont fait l'expérience, on peut voir ce fil directeur et on peut voir que effectivement, il y a quelque chose en commun dans ces expériences-là. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces expériences-là et comment on fait pour apprendre de ces expériences. Il y avait tout ça, en fait, qui m'est apparu sous la forme d'un triangle bleu lumineux, voilà, en pleine journée comme ça, alors que j'étais en train de marcher, je sais pas où. Ouais, c'est toujours quand tu te balades en ville, hein, Ouais, quand même. Hein. Pendant que je fais quelque chose d'autre. Exactement, ouais. Ouais. Et donc, dans l'ouvrage, donc là, évidemment, c'est en japonais, on va voir un petit peu, on a comme ça des petits tutoriels en petits dessins mignons, kawaii, C'est ça, ouais. qui sont présents à l'intérieur. J'adore. Le Japon est super pour ça. Ils ont toujours plein d'idées. C'est génial. Et donc, ce que j'ai fait, c'est... Enfin, ce que j'ai fait... Je vais pas dire ce que j'ai fait. C'est plutôt... J'ai été guidé dans l'écriture de ce bouquin parce que ce bouquin, en fait, il va relier une rencontre avec une autre rencontre avec une autre rencontre. Et c'est un thème qui est très important dans la culture japonaise, qui est la rencontre entre des personnes ne se fait pas par hasard. Il y a quelque chose de l'énergie qui se passe entre eux, qui fait qu'ils vont se rencontrer aujourd'hui. Dans la cérémonie du thé au Japon, par exemple, on parle de ça. On dit aujourd'hui, on est tous ensemble là, uniquement pendant ce moment. Donc, il faut qu'on soit présent et qu'on apprécie ensemble ce moment qui est unique. Donc, la rencontre est aussi unique et il se passe à chaque fois quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait l'expérience de oneness ici à Kyoto et c'est un Indien qui était à Kyoto. On s'est rencontrés par hasard, entre guillemets par hasard. En fait, j'ai été guidé vers au point où je pensais prendre le bus et j'ai entendu dans ma tête arrête le bus, prends le train. Pourquoi prendre le train alors que le bus est juste en face de moi, tu vois? Et j'entends encore une fois prendre le train et en même temps je ressens vraiment un sentiment d'apaisement, etc. Ah oui, le train c'est mieux que le bus. Ok, d'accord. Donc où est le train que je dois prendre? À 20 minutes à pied. Waouh. Donc je laisse tomber le bus. T'as encore qui est besoin là de le rationaliser, quoi. Ouais. Donc, mais je me pose la question. Je laisse tomber le bus qui est là pour prendre le train qui est à 20 minutes. Ah, ok. Donc je vais faire ça. Et puis on verra ce qui se passe. Mais en même temps, tu vois, pendant 20 minutes, je marche et dans ma tête, c'est... Et j'ai rencontré cette personne parce que j'ai fait ce détour. Donc il y a des détours, en fait, qui m'ont été imposés, qui fait que j'ai rencontré cette personne, qui fait que cette personne a cette expérience-là. Ah, bah c'est super, je cherchais quelqu'un qui avait cette expérience. Ok, très bien. Et je pourrais parler des heures, en fait, de ce genre de choses, mais... Est-ce que tu peux déjà, puisque pour ceux qui ne sont pas... quel est le titre du livre? Oneness, UFO, Lynch-Taiken. Donc Oneness, l'expérience de Oneness, UFO, Lynch-Taiken, c'est NDE, expérience de mort imminente, et ensuite les rencontres que l'on peut faire au-delà de cette dimension. Oui, c'est les rencontres et les rencontres. C'est ça. Ouais. Exactement, ouais. C'est un livre de rencontres. C'est un livre de rencontres, ouais. Sur les rencontres, en tout cas. Voilà. Sur les rencontres, sur les expérienceurs, ce qu'ils ont pu apprendre, et ce que nous, on peut apprendre après, puisqu'il y a plein de petits tutoriels où chacun peut prendre 5 minutes dans la journée pour faire un petit exercice qui va, en fait, activer un petit peu ces éléments d'apprentissage à partir de ces expériences-là. Merci beaucoup, Julien. Merci de ce partage. Merci à toi. Merci. Ouais, c'était un grand plaisir. Merci. À bientôt pour de nouvelles rencontres ici ou ailleurs avec l'extraordinaire qui est à notre portée.